Parce que vous avez très bien mis la table et on va finalement voir que nos questions se rejoignent beaucoup et finalement, je n'aurai pas besoin d'être aussi convaincant parce qu'il y a déjà une bonne partie du travail qui a été fait. Oups. Ce dont on va traiter ensemble, c'est dans un premier temps quelques mots sur les villes intelligentes, mais surtout sur l'impact que les villes intelligentes ont en termes de production d'informations, parce que ça crée vraiment un défi informationnel qui est majeur. Ensuite, on va vraiment s'arrêter sur les problèmes reliés à qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là. Parce que vous avez un peu remarqué depuis ce matin, on voit une très grande quantité de cartes. On parle de système GPS. On parle de mobilité, on parle d'imagerie satellitaire et tout ça. Et on en voit continuellement. Et évidemment, ça pose des défis importants. Alors, on va parler de ça et on va parler surtout d'une approche sur laquelle on travaille depuis plusieurs années et qui maintenant est en train de se propager beaucoup dans le marché, ici et ailleurs, en termes d'intelligence géospatiale. Et finalement, on va justement parler d'un exemple d'une innovation dans ce sens-là qui émane ici de l'Université Laval. Donc, lorsqu'on parle de ville intelligente, avec toutes les présentations qu'on a eues aujourd'hui, bon, c'est assez évident. On parle d'avoir beaucoup de connaissances, idéalement de la formation en temps réel. On parle même de pouvoir prévoir ce qui s'en vient. On parle d'avoir besoin aussi d'une vision structurante, d'utiliser des standards ouverts, évidemment. On parle beaucoup de participation citoyenne pour produire de l'information. Donc, la communication n'est pas seulement dans un sens, la production de l'information vient un peu partout. On parle de durabilité environnementale et on parle aussi beaucoup, dans le fond, de gestion systémique de la complexité et d'être capable, justement, de travailler avec tout ça de la façon la plus efficace possible. On a vu également que la ville intelligente repose beaucoup sur l'utilisation des technologies d'information et de communication, mais quand on regarde la majorité des exemples, on s'aperçoit que, dans le fond, ça repose aussi sur les technologies géospatiales, qui sont ubiquistes, on les retrouve partout, c'est imbriqué dans énormément d'applications. Et dans le fond, la géomatique est au cœur même de la ville intelligente. Et le type d'application qu'on voit depuis ce matin, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille depuis de nombreuses années dans le domaine. Sauf que là, maintenant, on les voit que ça peut communiquer beaucoup plus ensemble. Et c'est là que ça nous donne cette géo-intelligence qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche. Je veux dire, quand on parle d'informations que l'on va superposer sur nos images satellitaires, sur nos photographies aériennes à très haute résolution, que ce soit à l'aide de relevés laser 3D pris à partir d'avions ou pris sur Terre avec pour lesquels on produit des modèles numériques 3D, qu'on parle de l'utilisation de la technologie GPS ou même de nos téléphones cellulaires à bord de véhicules et ainsi de suite, qu'on parle de recouvrir des informations ou des données historiques que l'on veut intégrer avec les données actuelles, les levées d'arpentage et tout ça. Il y a énormément de sources d'informations qui existent et que l'on doit intégrer. Et évidemment, tout ça, ça nous crée un défi informationnel. On parle justement de l'utilisation des GPS, mais on en a partout, que ce soit dans nos véhicules, dans les autobus, dans les taxis, à pied. Et tout ça, évidemment, ça conduit à avoir énormément de nouvelles données. Ça a été mentionné d'ailleurs à quelques reprises là, depuis ce matin. Un autre élément qui nous amène toujours face à ce même défi, lorsqu'on travaille avec l'imagerie spatiale à haute résolution, vous êtes très conscient que ça nous produit énormément de données. Et souvent, ces données-là ne sont pas des données vraiment intelligentes dans le sens où on doit utiliser des algorithmes de traitement de ces images-là pour en extraire une information intelligente avec des taux de succès qui ne sont pas 100%, mais avec lesquels on a des réponses ou des informations qui ont certaines incertitudes également. L'utilisation ou l'approche d'avoir des données ouvertes, ça permet d'avoir un accès plus facile à de nombreuses sources de données, mais pour l'utilisateur, pour les gens en général, encore une fois, ça augmente la quantité de données disponibles. Si on regarde la possibilité maintenant que chacun d'entre nous contribuons
à faire des cartes comme par exemple avec OpenStreetMap, qui est une initiative internationale pour cartographier tous les éléments de réseau routier, des sentiers, tout ça, à travers la planète et qui fonctionne très très bien. Mais on produit encore une fois énormément de données avec la contribution de chacun. Et cette quantité de données-là qui augmente énormément, bien souvent il y en a aussi qui sont anonymes avec cette approche-là. Il y a des fois des problèmes de cohésion qualitative. Ce n'est pas nécessairement des données qui sont mises à jour, ça dépend de l'intérêt des gens qui participent et tout ça, mais c'est quand même une contribution importante. Si on parle d'utilisation de levées laser aéroportées ou terrestres, donc des levées LIDAR, pour produire des modèles 3D, pour nos maquettes, pour les bâtiments historiques, pour le centre-ville et tout ça, comme on a vu aussi aujourd'hui. Mais encore une fois, on est en train de produire une très, très grande quantité de données. Et souvent, ça se fait projet par projet. C'est souvent fait même en silo, ce qui fait qu'on doit faire des efforts supplémentaires, mettre en place des processus supplémentaires pour intégrer cette information-là avec le reste. L'utilisation du GPS un peu partout, j'en ai parlé tout à l'heure quand on parle de mobilité géolocalisée. Encore une fois, on produit de très très grands volumes de données. L'utilisation du cloud, évidemment, c'est très intéressant parce que ça facilite l'accès, mais encore une fois, ça facilite l'accès à nos grands volumes de données à partir de n'importe quel endroit. Donc, ça facilite aussi la production de nouvelles données. L'interopérabilité entre nos systèmes, même chose. C'est beaucoup plus facile d'utiliser des données qui proviennent de différentes sources, de les combiner ensemble. Sauf que même si techniquement ça marche, il y a parfois, je dirais même très régulièrement, des problèmes de cohérence sémantique. Et on met un peu des choux avec des carottes parfois. Ça peut donner des recettes plus ou moins intéressantes. Et en particulier, on a de plus en plus de gens qui vont, de leur propre chef, combiner ces cartes-là, produire des nouvelles cartes composites, des data mashup qu'on appelle, avec des résultats plus ou moins cohérents. Dans certains cas, il y a même des producteurs de ces cartes-là qui ont été obligés de les retirer sur Internet parce qu'ils ont eu des poursuites. Et c'est des choses, des fois, qui donnaient des informations confidentielles ou des informations erronées, tout ça. Donc, il y a tout ce défi informationnel-là qui est vraiment majeur et on n'a pas encore complètement maîtrisé tout ça. Si on y pense, là, actuellement, on produit plus de données que jamais depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. C'est énorme la quantité de données qu'on produit. Nos sources sont multiples, les sources sont hétérogènes. Un peu tout le monde peut produire de l'information. Et quand on pense qu'une grande partie des applications qu'on fait sont géolocalisées, il faut penser que ce ne sont que des représentations des objets de la réalité qui sont mathématiquement, le globe terrestre lui-même est approximé par des ellipsoïdes de référence sur lesquels on vient déposer nos observations. C'est ramené dans un environnement 2D ou 3D, mais à chaque fois, il y a des distorsions qui s'installent et il y a beaucoup d'autres procédures qui sont mises en place qui font que très, très souvent, c'est la règle générale, spatialement parlant, nos données ne fitent pas ensemble, ne cadrent pas très bien ensemble. Ce n'est pas parce que les gens travaillent mal, c'est parce que c'est collecté à des fins différentes, avec des technologies différentes, à des époques différentes, pour des buts différents et tout ça, c'est normal. Okay? Donc, il faut apprendre à travailler avec ça. C'est des défis supplémentaires. Ça se fait. Sauf qu'il y a des incohérences, il y a des incertitudes qui s'insèrent dans tout ça. Et je peux vous dire qu'avec ce genre de projet-là, de problème-là, même quand c'est des fournisseurs comme Google, les données qu'ils intègrent, il y a toujours des incohérences qu'on y retrouve. Donc, tout ça, c'est typique, c'est normal, mais il faut en être conscient. Alors, quand on est dans ces situations-là, je peux vous dire, il y a déjà beaucoup d'incidents, il y a des accidents, des blessés graves, des morts, des millions de dollars de dégâts dans plusieurs endroits, justement parce qu'il y a des problèmes d'intégration de données. Et ça, on pourrait vous lister toute une série de décisions en cours relativement à ça. Mais c'est quand même pas un frein, c'est juste d'être plus prudent dans la façon dont on le fait. Mais ça, c'est notre défi numéro 1. Comment intégrer cette information-là? Le défi numéro 2, face à cette grande quantité d'informations, c'est d'en extraire ce qui est vraiment utile, particulièrement au niveau des décideurs. Ceux qui ont besoin d'informations agrégées, de faire des comparaisons dans le temps, dans l'espace, d'établir des corrélations entre les phénomènes, d'analyser certaines tendances, faire des synthèses temporelles, vraiment pour mieux comprendre les phénomènes qu'ils étudient. Puis avec les présentations antérieures, on a vu encore une fois l'importance de comprendre tout ça et de faire ces analyses-là. Donc, en réalité, c'est vraiment fantastique ce qu'on peut faire aujourd'hui. Beaucoup de monde peuvent produire des données, beaucoup de monde peuvent diffuser des données, beaucoup de monde peuvent échanger les données, sauf que
on a quand même ce défi informationnel-là qui est de trouver les meilleures façons d'extraire l'information utile et comment intégrer ça de la façon la plus efficace possible. Et c'est là justement que tous les travaux en intelligence géospatiale viennent nous aider. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est vraiment une solution extrêmement efficace. On peut faire beaucoup de choses déjà avec notre technologie traditionnelle, les systèmes d'information géographique, les systèmes de gestion de bases de données, les systèmes d'intelligence d'affaires, mais lorsqu'on arrive pour intégrer cette information-là, répondre au type de questions dont je viens de parler, on peut le faire, mais c'est beaucoup moins efficace que les nouvelles technologies de l'intelligence géospatiale.